Et nous allons passer à la présentation suivante. Pauline Pérez va nous parler de toute la problématique des algorithmes et de l'interprétation des données des patients pour dépister le sepsis précocement. Je t'en prie, Pauline, tu as la parole. Alors, merci de m'avoir invité pour parler de la place des algorithmes prédictifs pour la prédiction du sepsis. Donc, je voudrais rappeler ce qu'est un algorithme prédictif. C'est en fait tout simplement un programme informatique qui est basé sur des mathématiques, qui va analyser un très grand nombre de paramètres et qui va permettre de prédire un événement. Alors, quels algorithmes utiliser? Il y en a plein qui sont complexes. Il y a comme le random forest, des supports vecteurs machines. Mais on va revenir à des notions qui sont plus largement explicitées habituellement. D'abord, le deep learning, qui est en fait tout simplement un algorithme d'apprentissage qui appartient au machine learning et qui va former des réseaux de neurones pour prédire un événement. On a au-dessus le machine learning qui va utiliser des grandes cohortes et qui va utiliser ces cohortes pour apprendre et prédire des événements ou pour générer une catégorisation. Et puis, on a l'intelligence artificielle qui va imiter un peu l'intelligence humaine et qui repose sur la création et l'application de ces algorithmes qui peuvent être des algorithmes de machine learning. Alors, pourquoi tenter de prédire le sepsis? Il y a plusieurs choses. On peut vouloir traiter par antibiothérapie plus rapidement et on sait que ça améliore le pronostic d'initier des antibiotiques plus vite. On peut également optimiser le parcours du patient avec un parcours plus adapté. Et en initiant ces antibiotiques, gagner en morbie et en mortalité. D'autre part, ça peut aussi corriger les erreurs et les biais cognitifs du médecin, c'est-à-dire que quand il a une conviction forte, ça peut ébranler un peu sa conviction dans telle ou telle décision. Et puis, finalement, ces algorithmes sont capables d'intégrer beaucoup de variables, ce qu'un cerveau humain n'est pas capable de faire. Alors, le machine learning et la reconnaissance du sepsis, c'est finalement toujours la même méthodologie, c'est-à-dire qu'à la base, il faut une grande base de données qu'on va scinder en deux. On va entraîner l'algorithme sur une partie de la cohorte et puis on va la valider dans une plus petite partie de cohorte. L'important va être après de confronter cet algorithme à des données inconnues et de tester en fait l'algorithme. Alors, pour ce faire, il faut savoir quelles données on donne à manger à l'algorithme, savoir à quel moment on les donne, c'est-à-dire est-ce que c'est seulement des données à l'entrée du patient dans le service ou à l'hôpital, est-ce qu'on va continuer de collecter ces données et de faire des fenêtres de collection de données. Et puis, il faut déterminer aussi la fenêtre de prédiction. C'est-à-dire que de prédire un sepsis quelques minutes avant que le médecin fasse le diagnostic, ça a peu d'intérêt. Finalement, il faut se placer plusieurs heures avant pour qu'il y ait un véritable bénéfice en termes de morbie et mortalité. Alors, tout ça va être conditionné par la définition du sepsis et ce que veut prédire l'algorithme. Est-ce qu'il veut prédire du sepsis? Est-ce qu'il faut prédire du choc septique? Et ça va être très drivé en fait par la définition qui est donnée. Si les définitions changent souvent, évidemment, ça va être plus dur de pouvoir comparer tous ces algorithmes. Comme c'est des données à chaque fois rétrospectives, il faut savoir aussi comment dans ces études le sepsis est défini et c'est souvent des choses qui sont pas forcément très fiables, comme la CIM10. Il y a parfois des données inflammatoires avec le CIRS ou avec le SOFA. Et puis, il faut définir aussi le début du sepsis, qui est en général, pour toutes ces études, 5 heures avant les premiers critères de sepsis. Alors, je vous ai mis les principales études qui reflètent un peu la recherche dans ce secteur.
On voit tout de suite que les principales équipes qui s'intéressent à ce domaine sont en fait américaines. Le nombre de patients est toujours très élevé, il y a plus de 10 000 patients dans ces cohortes. Et l'un des problèmes majeurs, c'est qu'ils utilisent toujours la même base de données, qui est une base de données qui s'appelle Mimic, qui s'enrichit d'année en année. On est déjà à Mimic 4 avec plus de 60 000 patients, mais toujours la même base de données. Le nombre de paramètres, c'est les paramètres qui sont collectés finalement par Mimic et c'est toujours les mêmes. C'est les paramètres, des paramètres démographiques, des paramètres vitaux, quelques paramètres biologiques, mais souvent assez faibles. Et souvent, ils essayent d'étudier la pression artérielle et la fréquence cardiaque de façon continue. Les résultats sont donnés en termes de courbe ROC et on voit qu'avec le temps, on a une amélioration de prédiction qui est très importante avec la dernière étude en 2023 qui est à plus de 0,90 de ROC. Les prédictions aussi s'améliorent et on peut prédire le sepsis jusqu'à 28 heures avant le diagnostic effectif par un médecin. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut confronter quand même ces algorithmes à la réalité. Et il y a peu d'études pour l'instant, mais la plus grosse étude est une étude américaine sur plus de 500 000 patients screenés. Ils ont trouvé finalement près de 7 000 patients qui avaient un sepsis. Et on s'aperçoit que quand l'alerte est donnée et qu'un médecin est capable de valider que c'est bien un sepsis dans les 3 heures qui suivent cette alerte, la mortalité diminue, les défaillances d'organes diminuent et la durée de séjour diminue. Maintenant, la question qui est posée, c'est que certes, plus de 80% des sepsis ont été détectés, mais on a aussi eu beaucoup d'alertes qui n'étaient pas confirmées, presque 60%. Alors ça va être une question qui est très importante, c'est la confrontation entre l'intelligence artificielle et la décision médicale, le risque à la fois d'avoir un retard diagnostique et de générer de la morbimortalité, mais aussi de faire du surdiagnostic. Alors quels enjeux pour le futur ? La construction de ces études, il va falloir les rendre comparables. Donc ça veut dire une homogénéité des définitions du sepsis, une homogénéité des données extraites. Faire attention à la circularité, c'est-à-dire que si on utilise toujours les mêmes données pour prédire et définir le sepsis, ça ne va jamais aboutir. Et c'est la constitution de nouvelles bases de données pour pouvoir faire de la prédiction. Il y a aussi une question sur la reproductibilité. La plupart des codes de ces algorithmes sont non publiés et c'est un grand enjeu de l'open science d'arriver à obliger que ces codes soient publiés. Et puis enfin, il y a la Clinical Support Decision System, c'est-à-dire la confrontation entre la décision médicale et les réponses de ces algorithmes. En conclusion, j'ai posé la question à ChatGPT de savoir ce qu'il pensait et de la reproductibilité en fait, de ces algorithmes pour prédire le sepsis. Et il m'a répondu, bien que la prédiction du sepsis par machine learning montre de bonnes perspectives, elle doit encore être validée de façon prospective pour être utilisée de manière fiable en clinique. Et donc, on est assez d'accord avec la conclusion de ChatGPT et c'est aussi une belle perspective en termes de prédiction du sepsis, mais également en termes de catégorisation. Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que tu as une question, Ludivine. Pauline, est-ce que tu sais si la CRP et la PCT sont utilisées dans tes machines de e-learning ? Alors, la PCT et la CRP, dans les études que j'ai montrées, ne sont jamais utilisées parce qu'elles ne sont souvent pas faites ou de façon un peu stochastique.
les paramètres de prédiction sont toujours extrêmement simples en fait. C'est la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fréquence respiratoire, la saturation, vraiment des paramètres vitaux. En termes de biologie, c'est finalement le compte des globules blancs qui ressort le plus souvent et on n'a malheureusement rien d'autre. Ça va être une question très intéressante parce que si on arrive à intégrer la CRP et la PCT dans ces algorithmes, à chaque fois qu'on introduit des paramètres nouveaux, on a un poids dans cet algorithme. Si le poids de ces paramètres est très faible, ça va vraiment faire discuter la légitimité en fait de ces biomarqueurs. Merci pour cet excellent topo. J'avais également une question. Donc globalement, on est bien d'accord que c'est uniquement de la prédiction diagnostique. Oui. On n'est absolument pas dans de la proposition thérapeutique, l'étape d'après. Ouais. C'est la limitation actuelle. On est d'accord. On est juste dans la prédiction, c'est-à-dire qu'on arrive quelques heures avant avec un peu une alerte qui nous dit le patient est probablement infecté. Mais il n'y a pas de proposition thérapeutique. Peut-être qu'à ce niveau-là, c'est juste une proposition microbiologique en fait de... C'est bien là l'idée. Mais effectivement, on voit qu'on est au balbutiement. Enfin, c'est le début de l'aventure de cette intelligence artificielle dans le domaine du diagnostic clinique, bientôt biologique, et après des propositions thérapeutiques. Donc c'est fort intéressant. Et finalement, c'est pas le ChatGPT qui a raison, qui nous dit qu'il manque d'évaluation dans la vie réelle. Et c'est l'enjeu qui va probablement nous animer dans les mois ou les années à venir. Merci. J'ai une question. Les fausses alertes. Parce qu'en fait, notre inquiétude en réanimation, hein, ça sonne en permanence, il y a une fatigue, la fatigue associée aux alarmes. Est-ce qu'avec les différents algorithmes que tu as vus, qu'est-ce que tu penses de cette problématique ? Eh ben, il y a quand même, dans la plus grande étude, qui était une étude quand même d'envergure, il y avait quand même 60% de fausses alertes. Ça induit alors, c'était pas des patients de réanimation dans cette étude, c'était des patients tout venant. Les patients, dès qu'ils rentraient dans l'hôpital, en fait, ils pouvaient avoir, on pouvait être alertés. Ils avaient retiré les patients de réanimation justement. Ça induit un bruit important. Alors, probablement que l'événement étant plus rare dans les services conventionnels, peut-être qu'être alerté, ça leur donne, quand on a beaucoup de patients, finalement, ça leur donne une petite alerte en plus. En réanimation, c'est quelque chose de difficile d'avoir finalement 60% d'alerte en plus qui vient se rajouter à toutes les alertes qu'on a déjà. Effectivement, il y a un risque de suralerte, mais tu ne penses pas que ce serait quand même mieux que le fait que ce soit une infirmière qui décide ou pas de t'alerter parce qu'elle trouve que le patient va moins bien ou parce que tu as fait une biologie, tu nous disais les problèmes de la prescription de ces biomarqueurs qui n'est pas toujours standardisée. Enfin, apparemment, dans certains centres, si, elle est très standardisée parce que c'est tous les jours. Elle est systématique. Donc là, peut-être qu'on aura des données. Tu penses que l'algorithme fait mieux qu'une infirmière quand même ou pas ? Qu'une infirmière de réanimation, je ne suis pas sûre. Et ces alertes en plus risquent en plus de changer nos prescriptions. C'est-à-dire, faut réfléchir à ce qu'on fait une fois qu'on a cette alerte. Est-ce qu'une fois qu'on a cette alerte, c'est systématiquement des prélèvements bactériologiques et ça peut induire un coût très important ? Ou est-ce que vraiment le patient il est très grave, du coup on met des antibiotiques, mais ça aussi, ça peut aggraver d'une morbidité de mettre des antibiotiques à des patients qui n'en ont pas besoin. Effectivement, c'est une problématique de l'évaluation au lit du patient. Et c'est vrai que les infirmières de réanimation, vu le ratio obligatoire que l'on a, sont plus proches des patients et n'ont pas cette problématique de faire 2 ou 3 tours et de voir un patient peu souvent parce qu'il est sous la douche ou parce qu'il fait autre chose. Me vient une autre question, c'est qui doit être alerté en fait ? Comment tu vois ça, toi ?
Alors, je pense qu'il y a quelque chose de différent entre la réanimation et le reste de l'hôpital. Probablement que dans le reste de l'hôpital, il faut que ça soit un médecin parce que ça va passer par une évaluation médicale. En réanimation, eh ben, il va falloir vraiment que les algorithmes s'améliorent en termes de prédiction pour qu'il y ait vraiment un bénéfice de l'alarme. Et probablement que sur du sepsis, il faudra quand même que ce soit un médecin qui soit alerté pour que ça conditionne la suite de la prise en charge. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis